Bonjour. Après avoir défendu la réforme des collectivités territoriales, il s'est opposé au projet de pôle métropolitain promu par Gérard Collomb au Grand Lyon. Avec les premières annonces du programme présidentiel de l'UMP et les débats qui secouent au niveau local comme au niveau national la majorité présidentielle, l'invité de notre forum RCF-TLM Tribune de Lyon est le sénateur-maire d'Oulin, François-Noël Buffet. Bonjour. Bonjour. Et on débute tout de suite avec un retour sur la convention de l'UMP à Villeurbanne mardi avec Olivier Vassé de Tribune de Lyon. Monsieur Buffet, il y a eu une proposition assez étonnante des élus UMP cette semaine à Villeurbanne, c'est de créer un code pénal spécifique pour les mineurs de 12 ans et plus. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce genre de proposition ? Je crois que ce qui est important, c'est que nous ayons une base juridique qui soit assez claire. Vous savez que toute la politique des mineurs en France, c'est l'ordonnance de 45 qui sanctuarise un peu la façon de mener une politique pénale pour les mineurs. Aujourd'hui, cette ordonnance a été profondément modifiée à de très très nombreuses reprises, pratiquement 50 fois. Donc elle n'a plus beaucoup de sens dans l'esprit qui était le sien. Et que l'idée de codifier ce qui est peut-être le code pénal des mineurs me paraît intéressante. Après, la question, c'est le contenu. C'est ce qu'on mettra dedans. Mais d'avoir un document de référence qui soit un code spécifique me paraît utile, oui. Ceci dit, au sein de votre famille politique, il y a y compris des ministres comme Nadine Morano qui se sont sentis interpellés par cette proposition, voire choqués. Est-ce que vous pouvez les comprendre et vous, ça ne vous choque pas un petit peu ? Moi, c'est pas tellement le terme d'utiliser le terme utilisé de code peut apparaître comme un peu incroyable. Tout de suite, on le compare au code pénal, on le compare à tout cela. Mais en réalité, ce qui est important, c'est que le code est un document de référence. Et c'est ce qui compte plus que tout, c'est ce qu'il y aura à l'intérieur. C'est-à-dire tout le travail que l'on doit avoir dans cette nouvelle donne qu'est l'attitude aujourd'hui d'un certain nombre de jeunes. On évoque notamment des travaux obligatoires pour ces enfants délinquants. Or, le travail, comme l'ont révélé plusieurs travaux d'intérêt généraux, est obligatoire à partir de 16 ans. Je pense qu'il faudra regarder ça de très très près. La façon dont les choses pourraient se faire, comment on pourrait avoir ce type de mesures, dans quelles conditions on peut le faire. Je ne crois pas qu'il faut le prendre brutalement en considérant que ça y est, on va mettre les jeunes de 12 ans les gaullistes, au boulot. Les gaullistes comme vous n'ont pas à être choqués par ce type de mesures. Ah ben moi, je viens de vous dire à la seconde qu'il faut voir comment les choses se font et aller au fond des choses, ne pas se contenter de ce que moi j'appelle un effet de tribune. Je suis assez direct là-dessus. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les mineurs, c'est évident. Notre devoir est impérieux là-dessus. En revanche, qu'on ait un code de base qui permette d'aborder toute la problématique des mineurs dans un seul document, oui, c'est intéressant. Après, sur le fond, qu'on regarde mesure par mesure et qu'on n'aille pas dans des choses qui sont impossibles ou bien sûr, il faut faire attention. François-Noël Buffet, les effets de tribune, c'est parti. Jusqu'à l'élection présidentielle, il va y en avoir. Ce jeudi, Nicolas Sarkozy a fait des annonces, notamment en matière de construction européenne et puis de situation économique et financière. Mais aujourd'hui, les deux sont inévitablement liés, et notamment un nouveau traité européen. La gauche dit que ce n'est pas la bonne solution parce que nous sommes dans une situation d'urgence et mettre en branle un traité européen, ça veut dire partir dans des négociations qui n'en finissent plus et des mois de tractation, des votes, etc. Quelle serait la bonne solution ? Mais que propose la gauche ? Quand il s'agissait du plan de relance en 2008, quand il s'agit de prendre d'autres décisions après, elle a toujours dit que ce n'était pas la bonne mesure. Elle a toujours contesté tout ce qu'il fallait faire. La réalité, quelle est-elle ? Nous sommes dans une situation économique dramatique sur le plan européen. Nous venons de vivre deux crises, nous sommes en pleine crise sur la dette, et il y a besoin d'y avoir, des mesures conjoncturelles, parce qu'il faut répondre au caractère immédiat des choses. C'est les mesures qui viennent d'être prises, qui ont été prises à plusieurs reprises par le gouvernement français, mais aussi avec l'Allemagne. Et puis il y a des mesures structurelles, pour éviter que nous nous retrouvions dans cette situation dans quelques années possibles. C'est ça l'enjeu. Donc on doit on doit travailler sur deux fronts. Le conjoncturel pour rassurer, pour donner les moyens de sortir la Grèce de la situation dans laquelle elle était, d'éviter que l'Italie y aille, que l'Espagne puisse suivre, que peut-être un jour nous puissions être amenés à cela. Donc il faut se donner les moyens immédiats, c'est ce qui a été fait, et puis réfléchir à la suite et comment on a une gouvernance européenne qui permet d'anticiper ce type de situation. Nous savons aujourd'hui que la Grèce n'aurait jamais dû peut-être rentrer dans le dispositif européen tel qu'elle était parce qu'elle n'y était pas prête. Bon, on ne va pas recommencer demain avec d'autres.
Donc nous avons besoin de structurer notre système européen de façon d'une nouvelle façon. Et ce nouveau traité qui est proposé, qui est sur une logique de gouvernance économique entre la France et l'Allemagne, me paraît une idée intéressante et importante. On ne pourra pas avoir une Europe à 27, voire à plus. Elle ne pourra jamais fonctionner correctement parce que les pays sont dans des situations différentes. Mais vous savez ce que disent les observateurs aujourd'hui, que Nicolas Sarkozy a perdu la main et qu'il est en quelque sorte à la botte d'Angela Merkel qui prend les décisions. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Bien évidemment que non, je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que les analystes disent d'autres ? Que préconisent-ils pour trouver une solution qui soit pérenne à la situation dans laquelle nous sommes ? Vous savez, je me méfie toujours beaucoup des donneurs de leçons. Nous sommes dans une situation où vraiment il faut bouger, inventer une nouvelle gouvernance de l'Europe qui est engagée dans un combat qui est mondial. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. On est en train de se confronter de continent à continent, et si l'Europe n'est pas soudée, si les pays qui la portent, et singulièrement le couple franco-allemand qui la porte, n'est pas en capacité de le faire et d'avoir les moyens juridiques de le faire, et notamment et financiers aussi, nous irons à volo. Et il en sera fini de l'idée européenne. Alors, on peut s'opposer à l'idée européenne, bien sûr. Enfin, c'est quand même pas tout à fait naturel dans le dispositif dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez qu'on puisse avoir l'impression que Nicolas Sarkozy exagère un petit peu cette peur autour de la crise européenne, comme il y a eu une peur autour de l'insécurité il y a une dizaine d'années, juste avant l'élection présidentielle. Ça devient un argument de campagne fort pour lui aujourd'hui. Écoutez, j'ai la chance d'être au petit déjeuner de la majorité le mardi matin autour du président de la République. J'ai eu la chance cette semaine de déjeuner avec le Premier ministre. Je peux vous dire que dans des circonstances qui sont des circonstances de travail, la gravité est là et vraiment les choses sont très très sérieuses. On ne peut pas tout mettre simplement en disant c'est l'élection présidentielle qui est là et c'est des postures. C'est pas vrai. La situation est dramatique et si nous ne prenons pas à bras le corps et sérieusement ces affaires-là, l'Europe, il en sera fini de l'Europe et les conséquences pour nous. Soyons bien clairs. Donc non, c'est grave. Mais l'opposition sera aussi tout aussi sérieuse si elle prend le pouvoir. Écoutez, je ne suis pas certain qu'elle le soit tout autant quand on entend les annonces qui ont été faites, notamment par le Parti socialiste, en engageant 255 milliards de dépenses supplémentaires sur un prochain mandat et en augmentant la dette de la France de plus de 80 milliards tout de suite. Allez, c'est pas sérieux. Je vais vous donner un exemple. Au Sénat, débat la semaine dernière, ou il y a 15 jours, sur le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. En 48 heures, 17 taxes nouvelles ont été votées par la gauche au Sénat pour prélever 5 milliards de plus sur les Français. Bon, ça, c'est quand même l'argument phare de l'UMP cette année. Parce que la gauche n'est pas crédible d'un point de vue économique. Mais c'est clair. Je vous signale que si vous regardez les périodes de crise, jamais la gauche n'a su gérer les périodes de crise. Parce que philosophiquement, elle est dans une logique de distribution et pas dans une logique d'économie. Enfin, la dernière fois que la gauche était au pouvoir, c'était Lionel Jospin qui était Premier ministre. On ne peut pas dire que ça a été une catastrophe d'un point de vue économique. Ils savent quand même gérer. Oui, mais... Pas caricaturer, attendez, je ne suis pas dans la caricature. Je dis que dans les situations de crise fortes, la gauche n'est pas à même, n'a de solution que l'imposition fiscale supplémentaire. C'est-à-dire l'effort demandé. C'est rarement une position d'économie. Or, nous sommes dans une autre logique, qui est une logique d'économie, de moins de dépenses, de maîtrise de nos dépenses, et de, malgré tout, maintenir l'investissement, parce que c'est celui qui est créateur de richesse. C'est quand même deux philosophies qui s'opposent, et deux philosophies importantes. Oui, vous faisiez allusion tout à l'heure au Sénat. Et comment ça se passe depuis que la gauche est devenue majoritaire ? Écoutez, très honnêtement, le début a paru correct. Ça change beaucoup de choses. Ça change pour nous d'abord, parce que nous sommes dans l'opposition. Se retrouver dans l'opposition au Sénat, c'est pas... Ça change aussi parce que on sent venir depuis quelque temps le fait que le Parti socialiste essaye de faire du Sénat un peu le laboratoire du candidat François Hollande. Donc toutes les décisions, tous les textes qui viennent ont une volonté d'affichage politique. Alors, ce n'est que de l'affichage en réalité, parce que nous savons que l'Assemblée nationale reprendra les affaires en deuxième ou en troisième lecture, mais ça ne rend pas service au Sénat. Vraiment, ce n'est pas rendre service au Sénat. C'est pas bien qu'il y ait un peu plus de débat au Sénat quand même ? Alors, le débat, on n'a jamais été contre le débat, non, au contraire. Il était très très feutré. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus tendu aujourd'hui, mais parce qu'il y a une volonté
de faire du Sénat un peu le laboratoire de François Hollande, c'est clair. Parmi les propositions de la gauche sénatoriale, il y a le droit de vote des étrangers. Oui. Aujourd'hui, François-Noël Buffet, 61% des Français se déclarent favorables au droit de vote des étrangers. Vous, franchement, est-ce que c'est une proposition, et ça fait débat dans la majorité, est-ce que c'est une proposition qui vous paraît impossible? Alors c'est un débat qui vient jeudi au Sénat, jeudi prochain. C'est un débat extrêmement important sur lequel ça ouvre des discussions. Il n'y a pas de réponse simple. Tout dépend de la conception que l'on a du droit de vote. Moi, il y a un peu de tendance à l'UMP qui s'affronte là. Moi, je pense, ma position personnelle, c'est celle que le droit de vote est lié à la citoyenneté. Et par ailleurs, on peut imaginer aussi que s'il était accordé, il faudrait qu'il y ait réciprocité d'un pays auquel appartient un citoyen étranger qui veut voter en France. Donc moi, je suis très attaché au fait que le droit de vote soit lié à la citoyenneté. Quand on paye des impôts, on n'a pas le droit d'élire son maire, par exemple? Est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffit de payer des impôts? Est-ce que ça n'est pas donner simplement la prime à l'argent, pour le coup? Non, quand on paye des impôts, c'est pas une prime à l'argent, c'est on participe à l'intérêt commun. Bien sûr, mais on participe, mais aussi... On n'achète pas sa citoyenneté, on participe au bien commun. Mais voter, c'est aussi partager un certain nombre, les valeurs qui sont les nôtres, dans toutes leurs dimensions, et c'est se sentir véritablement acteur et en appartenance avec le pays. Prendre un exemple, un habitant d'Oulin qui serait d'origine étrangère et qui paye ses impôts locaux, par exemple, eh bien, finance avec ses deniers une partie des décisions que vous prenez en conseil municipal, par exemple. Bien sûr, mais je vais vous donner un contre-exemple. J'ai à Oulin, d'ailleurs, un couple de personnes pour qui j'ai beaucoup d'affection, de nationalité étrangère, qui est venu s'installer sur la ville, que nous avons aidé, et qui aujourd'hui m'ont dit « Monsieur le maire, on a fait notre demande de naturalisation. On veut devenir français. » Et j'ai trouvé que c'était la plus belle réponse qu'ils pouvaient nous apporter. Alors là, s'opposent sur cette question, comme sur beaucoup d'autres, deux franges à l'UMP qu'on a un peu classées comme droite populaire, puis droite sociale. Aujourd'hui, la droite populaire, et notamment sur ces questions de citoyenneté, marque beaucoup de points au sein de l'UMP. Ou de code pénal des mineurs aussi. Ou de code pénal des mineurs. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ces propositions de la droite populaire, et comment est-ce que vous vous situez, François-Noël Buffet? Alors moi, vous savez, je suis un gaulliste convaincu. Je ne suis pas pour des propos, je suis très méfiant à l'égard de dispositifs populistes de toute nature, de toute déclaration de cette nature, qu'elles viennent d'ailleurs de n'importe quel bord. Je suis très hostile à cela. En revanche, je pense que nous devons avoir un certain nombre de débats sur des sujets dont on n'a pas à se priver, parce que nous devons les prendre, et les valeurs, le sujet sur les valeurs de ce que représente la France, de ce que nous véhiculons, ce que nous voulons protéger, ce qui est notre ADN, si vous me permettez cette expression. Oui, nous devons les faire nôtres et les défendre. En revanche, nous les défendons au sein d'un mouvement qui est un mouvement où il y a plusieurs courants, plusieurs sensibilités, et auxquelles il faut se veiller à ce qu'elles soient rassemblées. Mais en tous les cas, il ne peut pas y avoir de propos qui soient exagérés de cette nature-là. Moi, je suis parfaitement d'accord. Je suis un patriote convaincu. Je vibre à la couleur du drapeau, je vibre à la Marseillaise, mais je suis aussi en même temps quelqu'un d'ouvert qui a envie de rassembler et de défendre des points sociaux, notamment, en particulier. Et je ne suis pas fermé. Donc vraiment, je dis qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer, certes, mais il y a un moment, il faut que le mouvement fasse la synthèse de tout cela et qu'on se mette tous d'accord et qu'on se tienne à cela. François-Noël Buffet, sénateur-maire d'Oulin et président du groupe d'opposition au Grand Lyon, et l'invité de Droit de Cité cette semaine. Alors François-Noël Buffet, avant d'en venir aux questions locales, un mot tout de même pour poursuivre ce débat au sein de l'UMP sur Dominique de Villepin. Vous étiez, il n'y a encore pas si longtemps, un proche de Dominique de Villepin. Aujourd'hui, sa candidature semble s'éloigner pour la présidentielle, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, et est-ce qu'il a raison de finalement se retirer très progressivement de cette course à l'Élysée? Oui, je crois qu'il a raison. Aujourd'hui, le président de la République mène le destin de la France. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Il n'y a pas de place pour des candidatures multiples. C'est pas possible, donc il a raison. Nicolas Sarkozy n'a pas démérité, loin de là, dans le travail qu'il porte, dans la difficulté du travail.
et nous avons intérêt plutôt à être rassemblés une fois de plus que divisés. Il n'y a pas quand même deux visions, là, sarkozystes et vilpinistes, quand même, ne serait-ce que de la France et de sa place dans le monde? Je pense qu'il y a incontestablement deux sensibilités qui sont très différentes. Pour autant, sur l'essentiel, elles peuvent se retrouver, et c'est à cela qu'il faut travailler, c'est ça qui est important. Et si Nicolas Sarkozy gagne la future présidentielle, est-ce que Dominique de Villepin doit rejoindre le gouvernement? Ou alors là, vous lui poserez la question, c'est pas moi qui vais Qu'est-ce que répondre à vous sa pensez, place. vous, en tant que gaulliste? Moi, je pense qu'il a une capacité, une vision, et il a un plus. Il a un plus pour notre majorité, il a un plus pour notre camp. Et si le président de la République estimait qu'il ait besoin de lui dans les circonstances, eh bien voilà, il lui appartiendrait de lui proposer, à lui éventuellement d'accepter, mais en tous les cas, pas à moi de décider. Vous dites que vous êtes au petit déjeuner de la majorité, vous me l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que les relations se sont réchauffées entre les différents camps? On parle plus de crotte bouchée, écoutez, d'abord, Dominique de Villepin n'est pas dans cet instance-là, mais dans la majorité, oui, les choses sont resserrées. Alors, parlons de questions locales. La semaine dernière, François-Noël Buffet, avec votre groupe au Grand Lyon, vous vous êtes opposé, vous avez voté contre le projet de pôle métropolitain et l'adhésion du Grand Lyon à ce projet de pôle métropolitain qui va rassembler 4 communautés urbaines, Saint-Étienne Métropole, Vienne Agglo et la communauté de Porte de l'Isère. Alors, vous avez pourtant été un défenseur de la réforme des collectivités territoriales, rapporteur au Sénat du projet. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas dans ce projet de pôle métropolitain qui, je le rappelle, était une des propositions de la loi sur la réforme des collectivités territoriales portée par votre majorité? La loi donne plusieurs possibilités aux élus locaux pour décider de la structure qu'ils veulent créer pour porter leur projet. La métropole en l'occurrence, ou le pôle métropolitain. Elle définit pour ces deux cas des conditions, notamment des conditions de continuité territoriale. On fait la différence quand même entre les deux pour expliquer à ceux qui nous écoutent et nous regardent. C'est quand, pour l'idée de métropole, nous pensions globalement à ce que 5 grandes communautés urbaines de France, Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, voire Nantes, puissent se transformer, c'est-à-dire quitter leur statut de communauté urbaine pour prendre le statut de métropole. S'agrandir avec plus de compétences. Éventuellement s'agrandir dans leur territoire et prendre plus de compétences. Et notamment des compétences qui venaient du département oui. ou de la région, voire peut-être de l'État. Et de donner à ces territoires une puissance à la fois économique et de gouvernance plus importante pour être des grandes métropoles d'équilibre de la France. Le pôle métropolitain qui a été choisi, l'option qui a été retenue au Grand Lyon, c'est par contre une coordination entre 4 communautés urbaines. Le pôle métropolitain, on regroupe des différentes communautés de communes. En fait, on fait une sorte de syndicat intercommunal, pour faire simple, qui existe déjà, puisqu'il fonctionne en réalité, il y a des relations avec Saint-Étienne, avec la CAPI et tout le monde. Mais en tous les cas, on crée un élément supplémentaire du millefeuille, qui est déjà très compliqué, alors que la métropole simplifie les choses. C'est pas une forme de transition avant d'aller plus loin? Oui, mais la difficulté, c'est qu'en la matière, vous avez ce qu'on appelle donc une discontinuité territoriale, et des territoires comme la communauté de communes de l'Est lyonnais, qui participent au développement de nos territoires, sont exclus du dispositif. Comment imaginer qu'on puisse construire un pôle métropolitain sans l'aéroport de Saint-Exupéry? Aujourd'hui, il n'y est pas. Mais la communauté de communes de l'Est lyonnais n'a déjà pas voulu adhérer au Grand Lyon pour X et Y raisons, et notamment parce qu'elle percevait une partie non négligeable de taxes professionnelles qui venait de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Aujourd'hui, c'est le choix de leurs élus de ne pas entrer ni dans le Grand Lyon, ni dans le pôle métropolitain. La difficulté aujourd'hui, c'est que vous avez une forme, pour un certain nombre de territoires, une forme de défiance à l'égard du Grand Lyon. Il y a une vraie défiance, une peur, alors voulue, pas voulue, subie, pas subie, et c'est ça qu'il faut combattre. Et pour construire une métropole, il faut donner confiance. Mais s'il y avait eu la métropole François-Noël Buffet au sens strict, la communauté de communes de l'Est lyonnais n'aurait pas adhéré pour autant. Et qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que nous en savons? Parce que pour l'instant, leurs élus ne sont pas très favorables à... Moi, je suis partisan... sur cette affaire-là, d'être dans la discussion. On avait le temps, on n'est pas à 6 mois près ou à 1 an près, de construire ce territoire qui est pertinent pour nos habitants. Parce que pourquoi faisons-nous ça? On ne fait pas ça pour se faire plaisir, on fait ça pour répondre à des enjeux d'un territoire. Les enjeux de l'agglomération lyonnaise, c'est les enjeux de la taille de l'aire urbaine, c'est-à-dire grosso modo 30 km aux alentours de la place Bellecour, pour faire très simple. Et l'enjeu majeur, c'est un enjeu de déplacement et d'infrastructure de déplacement. Nous devons impérativement améliorer nos conditions de déplacement sur ce territoire pour nos habitants. Vous auriez souhaité une métropole, c'est pour ça que vous avez voté contre ce projet? Moi je suis partisan de la métropole, bien sûr, absolument,
parce que je ne sais pas construire et répondre à une question essentielle qui est la politique des déplacements, sans avoir dans le dispositif également et le département du Rhône et la région Rhône-Alpes. Aujourd'hui, 2 collectivités locales qui sont importantes sur ces sujets-là sont exclues du pôle métropolitain. Comment le président de la communauté urbaine, président de ce pôle métropolitain, va pouvoir dire et engager des actions fortes pour résoudre ces problèmes du quotidien? Vous dites, pour finir sur ce thème. J'en termine, je me permets de terminer. Si c'est uniquement pour dire qu'il faut que la Biennale du design de Saint-Étienne ait une résonance plus grande, très honnêtement, je pense qu'on n'a pas besoin du pôle métropolitain pour ça. Vous dites, pour conclure sur ce thème, en gros, la majorité de Gérard Collomb n'est pas assez ambitieuse et va peut-être trop vite. On pourrait être plus ambitieux et construire la métropole pas à pas en agrégeant tout le monde. Je pense qu'elle n'a pas de vision d'aménagement de ce territoire. Et elle n'a pas le souci de vouloir résoudre les problèmes du quotidien des gens, et notamment le problème des déplacements. Et que de ce fait-là, c'est la politique des petits pas, ce n'est pas une politique ambitieuse. Une politique ambitieuse, elle mérite de prendre des risques, d'aller discuter avec les gens, d'aller convaincre les élus. Prenons le temps, mais prenons ce risque, parce que l'ambition est nécessaire pour notre territoire. Il y a des élections qui arrivent bientôt. On va l'évoquer, si vous le voulez bien, François-Noël Buffet, avant de conclure cette émission. Vous présidez le groupe Au Grand Lyon. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise dans ce groupe-là, et est-ce que vous êtes légitime pour porter les couleurs de l'UMP dans les années qui viennent au sein du Grand Lyon? Écoutez, moi, je préside mon groupe avec l'ensemble des élus qui y participent. Je n'ai pas noté de volonté autre que celle que je continue d'agir et de porter la parole du groupe, puisque nous travaillons ensemble. Voilà, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. En tous les cas, je continuerai d'avancer sur des sujets importants, de donner ma position et de donner la position du groupe. Chaque fois que je m'exprime à la communauté urbaine, que ce soit sur le pôle métropolitain, on s'exprimera sur le budget bientôt, chaque fois qu'on s'est battu sur la fiscalité, je l'ai fait naturellement moi-même, mais au nom du groupe et en nom de toutes les composantes du groupe. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Vous parlez d'ambition. Est-ce qu'on peut clairement être maire d'Oulin et président du Grand Lyon? Et pourquoi pas? Oulin n'est pas le centre non plus du Grand Lyon. Ah ça, on est bien. Oui, c'est dommage. C'est bien dommage. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un rôle plus important dans l'agglomération pour diriger? Écoutez, je crois qu'on a pour l'instant la présidence, l'avenir est à la communauté urbaine. Parce que le pouvoir est à la communauté urbaine, parce que les moyens sont à la communauté urbaine. Et c'est incontestablement l'instance urbaine, c'est Lyon. L'instance qui est celle où les choses se font et se décident. Donc l'enjeu, il est à la communauté urbaine. Après, il y a d'autres questions. Vous dites que vous êtes légitime à la tête du groupe UMP au Grand Lyon. Qu'est-ce que vous pensez de l'association de Philippe Cochet pour la métropole lyonnaise? Est-ce que ce n'est pas une forme d'écurie pour le propulser à la tête du Grand Lyon en 2014? Écoutez, moi, je me suis exprimé sur ce point. Je pense que c'est un acte un peu de division qu'il faut oublier très vite. Nous avons besoin d'unité, nous n'avons pas besoin d'écurie des uns ou des autres pour quoi que ce soit. L'objectif est de se rassembler. En dehors du rassemblement, il y aura un échec. Que les choses soient bien claires. La division, c'est quand même la spécialité en ce moment de l'UMP à Lyon. Celui qui portera le projet, on verra qui ce sera. Mais en tous les cas, tout ce qui est de la nature à créer la division est une erreur de ma part. Je l'ai déjà dit, je le redis, et je reste convaincu. La division, vous n'en voulez pas. C'est pour ça que vous avez mis vos ambitions dans votre poche, François-Noël Buffet. Alors pour le Grand Lyon, peut-être pas, tout à fait. Mais par exemple, à un moment donné, on évoquait votre possible candidature. Vous êtes sénateur, mais votre possible candidature aux prochaines législatives. Éventuellement, si Dominique Perben ne partait pas, il me semble que Dominique Perben n'a pas encore donné un choix complètement définitif dans la 4e circonscription. Est-ce que vous seriez prêt à le remplacer s'il y avait besoin ou si on faisait appel à vous? Écoutez, c'est pas à l'ordre du jour. Non, c'est pas à l'ordre du jour. Enfin, je ne crois pas. Moi, je crois que il faut. Je suis à ma place. J'ai mon rôle au sein de la communauté urbaine de Lyon. J'ai envie de continuer d'avancer pour ce territoire que j'adore, pour cette vraiment, c'est ce territoire que j'adore vraiment. Et maintenant, si un jour on me demande quelque chose, j'attends qu'on me pose la question. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de candidats à la mairie de Lyon pour l'UMP, oui, ou déclarés ou non. C'est un poste qui aurait pu vous intéresser à une époque. Vous restez sur Oulin pour éviter les divisions? Écoutez, 1, il y a trop de candidats. 2, il faut procéder par étapes. Commençons par gagner l'élection présidentielle, commençons par gagner les élections législatives, et ensuite viendra le temps des municipales. Pour l'instant, c'est prématuré. Vous aurez un candidat pour les municipales? Est-ce que
Aujourd'hui, votre candidat, c'est naturellement à Lyon, Michel Avare. Aujourd'hui, Michel Avare est l'opposant à la ville de Lyon et il est engagé dans cette démarche. Il faut continuer de travailler. On travaille ensemble, on va continuer de travailler ensemble. Mais une fois de plus, je vous le redis, étape par étape, une haie à la fois, vraiment. Vous êtes le maire d'Oulin. Pour finir, que va apporter l'arrivée du métro pour votre ville? Ah, c'est un événement considérable. Il va nous aider d'abord à nous désenclaver, parce qu'on a un problème... 2013, Décembre 2013. Ouais. Il va nous désenclaver, donc ça c'est une bataille de 20 ans que nous venons de remporter. Il va nous aider à nous développer. On a 15 hectares à la porte sud de l'agglomération lyonnaise, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il faut maintenant l'emmener à l'hôpital Lyon-Sud le plus vite possible, parce qu'il faut desservir le sud-ouest. Et là, vous n'êtes pas d'accord sur les dates avec Gérard Collomb? Non, parce que je pense qu'on a de l'argent à mettre tout de suite pour prolonger ce métro le plus vite possible à l'hôpital Lyon-Sud, qui est le premier hôpital de l'agglomération désormais, qui est dans le cadre du plan Campus, qui se développe. Et pas attendre 2020. Et pas attendre 2020, bien évidemment qu'il faut aller vite. Merci François-Noël Buffet d'avoir accepté cette invitation. Cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver sur les sites de RCF, TLM et Tribune de Lyon. Excellente semaine à tous.